Alors, bienvenue à tous aux capsules de formation qui traitent de la trajectoire optimale du patient qui a besoin d'une désanticoagulation avant une procédure. Voici maintenant la capsule numéro 3, c'est-à-dire des cas cliniques appliqués de la gestion périprocédurale de la warfarine par le pharmacien communautaire. Et il y aura aussi une question qui va traiter, en fait, une foire aux questions proprement dite. Alors, cas clinique, donc votre patient de 76 ans, sous warfarine 4 mg dié pour de la FA. Donc, le suivi de l'anticoagulothérapie était assuré par votre pharmacie. C'est un patient qui se rend au prélèvement de Mézeray pour ses INR. Je vous rappelle ses antécédents, insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection à 20 % hypertension, diabète, insuffisance rénale avec une clairance à 35 ml/minute. Il a en fait eu sa coloscopie le 8 juillet. En fait, la demande est pour le 8 juillet. Alors, vous recevez l'ordonnance proprement dit, donc vous assurez que vous recevez les 3 ordonnances qui entourent l'arrêt et la reprise de la warfarine. Alors, voici les 3 ordonnances. Donc, les 3 feuilles, pardon. Les 2 premières feuilles vont traiter de la conduite pré-procédure et la dernière feuille va traiter de la conduite post-procédure. Alors, concernant votre patient qui a besoin d'une héparine de faible poids moléculaire, alors j'en ai parlé dans les capsules précédentes, mais ça va être important de toujours arrondir la dose à un format de seringue pré-rempli, ne jamais faire préparer sous la hotte stérile parce que ça ne vaut pas la peine. Donc, il y a plein de tableaux d'arrondissement de dose qui existent dans les monographies des différents produits. Vous devez valider si le patient est apte à s'auto-injecter ou pas. S'il ne peut pas, donc soit que vous référez à votre infirmière, soit que vous enseignez la technique si vous détenez la formation, ou que vous référiez à un service courant ou au maintien à domicile. En fait, le maintien à domicile, si votre patient avait déjà des soins du maintien à domicile, vous avez simplement qu'à faire la demande par fax et l'infirmière va venir donner le fragment via le soin à domicile. Par contre, pour ce qui est des patients qui sont, comme notre patient qui va au prélèvement, vous devez faire la référence au service courant. Pour ce qui est de l'héparine de faible poids, je vous rappelle que vous devez poursuivre l'administration jusqu'à l'atteinte d'un INR thérapeutique pendant 2 jours consécutifs. Alors, concernant les services courants, ça aussi, j'ai abordé ça à la 2e capsule. Alors, si jamais votre patient est déjà référé à un site de prélèvement, je vous rappelle que les sites de prélèvement ne font pas d'injection d'héparine de faible poids moléculaire. Alors, il faut référer votre patient au service courant et vous avez les coordonnées des centrales de rendez-vous des différents services courants. 2 choses importantes, rappel de la capsule numéro 2, mais ça va être important de bien identifier les seringues ou le vial d'héparine, donc le nom du patient, la dose, s'il y a des doses, on a vu à la capsule numéro 2 que la dose la veille de la procédure pouvait être plus petite, il faut vraiment bien l'identifier. Et de cette façon, vous n'aurez pas d'ordonnance manuscrite ou d'ordonnance à faxer au service courant. Donc, les services courants ont été avisés que lorsqu'un patient arrive avec son vial de fragments ou ses seringues pré-remplies, à ce moment-là, l'infirmière doit lui administrer les doses de fragments ou d'autres héparines de faible poids. Si jamais il y avait quelques problèmes que ce soit avec cette façon de faire, important de nous aviser, Dominique Chrétien ou moi. Et on va faire le suivi au service courant. Maintenant, pour ce qui est de la reprise, donc la conduite post, en page 3, on a abordé un peu le sujet encore à la capsule numéro 2. Donc, initialement, le médecin nous demande, en fait, ici, là, de reprendre le Coumadin au lendemain de la procédure. Et l'ordonnance stipule, elle est préformatée comme ça. Le médecin aurait pu barrer puis souhaiter une autre façon de reprendre, mais de façon standardisée, on fait la reprise au lendemain avec 1,5 fois la dose, donc 6 mg pour le patient pour le 9 juillet et 6 mg pour le 6 juillet. Alors, puis vous continuez la poursuite des INR aux 2 à 3 jours. Vous arrimez selon l'évolution clinique et les fins de semaine et les jours fériés. Alors, on passe maintenant à la foire aux questions.
Alors, on a identifié un certain nombre de questions qui pourraient vous être soumises. En fait, des interrogations que vous pouvez avoir lorsque vous avez à gérer une ordonnance individuelle standardisée d'arrêt, soit de la warfarine ou d'un AOD. Alors, on a abordé plusieurs de ces questions-là au cours des différentes capsules, mais on trouve important de résumer les principales interrogations là, dans une section spécifique prévue à cet effet-là. Alors, que faire si l'ordonnance individuelle initiale là, est incomplète? Alors, je vous rappelle que c'est important de bien valider que l'ordonnance soit complète dès réception de l'OIS. Et si elle est incomplète, vous devez référer immédiatement au médecin qui vous l'a envoyée. Idéalement, c'est de retourner l'OIS au médecin pour qu'il puisse faire les corrections directement dessus. Ça va lui permettre ensuite de la numériser et de la mettre dans son DME, qui est son dossier médical électronique, qui va lui permettre de numériser l'ordonnance et d'y avoir accès en tout temps. Sinon, si vous faites des corrections verbales avec lui, bien, ça va être important, vous, de lui envoyer votre copie corrigée pour qu'il puisse la déposer dans le DME. Et dans un monde idéal, pour boucler la boucle, pour être sûr que tout le monde a la même version de l'ordonnance, ça serait de retourner une copie de l'ordonnance modifiée ou complétée à la centrale de rendez-vous lorsque, évidemment, les coordonnées de la centrale de rendez-vous sont connues. Toujours au niveau des questions qui pourraient arriver, ça se pourrait que le médecin refuse de compléter la section post-procédure. Donc, la section post-procédure, je vous rappelle qu'elle se retrouve en page 3 pour l'OIS de la warfarine et en page 2 de l'OIS pour les AOD. Alors, si jamais le médecin refuse catégoriquement, c'est bien de lui expliquer. Vous pouvez consulter sur le site Internet la lettre qui a été envoyée aux différents médecins de famille à cet effet-là. Mais si jamais il y avait un refus catégorique, vous pouvez contacter ma collègue Dominique Chrétien au niveau du GMF ou moi-même pour les patients qui sont référés de l'UCPQ. J'ai parlé de dossier médical électronique ou de DME, donc c'est la même chose. Comme je vous le mentionnais, ça permet de numériser toutes les ordonnances pour un patient, incluant les OIS de désanticoagulation. Alors, c'est sûr que si jamais vous parlez avec un médecin pour évidemment, le DME comporte une foule de prescriptions possibles. Alors, quand vous allez contacter un médecin pour être sûr qu'il ait le même document que vous, en fait, dans tous les DME de chacun des GMF, les ordonnances vont être classées de cette façon-là. Alors, pour l'OIS de la warfarine, ça va être inscrit dans le DME, ordonnance de désanticoagulation warfarine. Et pour les AOD, ça va être ordonnance des anticoagulations AOD. Alors, quand vous appelez le médecin, vous parlez lui de cette ordonnance-là et non pas nécessairement lui mentionner le titre en haut de l'ordonnance que vous aurez en main, puisque ça se peut qu'il y ait de la difficulté à le retrouver, étant donné que les titres ne seront pas uniformes pour tous les sites qui vont vous référer des patients. Alors, les cas qu'on vous a présentés dans les capsules, c'était facile, on avait les dates de procédure. Donc, la majeure partie du temps, vous n'aurez pas la date de procédure. Donc, quoi faire si la date de procédure n'est pas connue? Alors, comme je vous le mentionnais, c'est important de numériser l'ordonnance, l'associer à votre dossier pharmacologique ou conserver l'ordonnance dans une fiche ou un cartable prévu à cet effet. Les agentes administratives des établissements ont été avisées que dès que la date va être connue, elle doit l'indiquer sur l'OIS et vous retourner le tout au moins 6 jours avant la procédure. On a vu que pour l'arrêt du Coumadin, la dernière dose devait être prise au jour -6. Alors, les agentes administratives ont été formées de cette façon-là. Ils vont vous retourner l'ordonnance ou ils peuvent aussi vous retourner un bordereau de communication. Donc, ça va être un ou l'autre, dépendamment des différents secteurs cliniques. Et si, à un moment donné, la date de procédure change, bien, l'agente administrative va également vous contacter de la même façon en vous envoyant un fax, soit de l'OIS ou du bordereau de communication. Pour ce qui est du secteur de la gastro-entérologie, si jamais vous avez des questions, parce que ça va être beaucoup avec les ordonnances là, encadrant une procédure en gastro-entérologie, ça va être beaucoup ces ordonnances-là que vous allez recevoir au cours des prochaines semaines et mois.
Alors, vous avez en fait, les numéros de téléphone de chacun des secteurs de gastro-entérologie pour le CHU, les UCPQ et le SUS. Donc, si vous avez des questions sur des dates de procédure, vous pouvez toujours vous référer à ces téléphones-là. Ensuite de ça, est-ce que c'est long avant de connaître la date de la procédure? Alors malheureusement, on ne peut pas vous donner une réponse unique. Une fois que vous allez recevoir l'OIS initial sans date, en fait, ça peut être très court comme très long avant d'avoir la date. Donc, ça peut prendre quelques jours à quelques mois, voire même jusqu'à 2 ans, comme je le mentionnais dans mes capsules précédentes. Alors, justement, l'OIS, on a fixé une durée de validité de 2 ans pour une ou l'autre des OIS. Mais comme je mentionnais, la condition de votre patient a probablement changé en 2 ans. Donc, c'est important de réviser la condition médicale de votre patient, surtout si l'OIS a été complété depuis plus de 3 mois. Alors, pourquoi 3 mois? On va le voir dans les annexes, mais en fait, le risque thromboembolique peut être modifié, en fait, après 3 mois. On va le voir dans les prochaines diapos. Et comment on fait pour savoir que la condition médicale de votre patient a changé? Alors, c'est sûr qu'avec le profil pharmacologique, vous êtes capable d'avoir bon nombre d'informations. Par exemple, est-ce que le patient a fait de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque, l'âge en haut de 75 ans, est-ce qu'il fait du diabète? Tout ça sont des facteurs de risque pour évaluer le score CHADS d'un patient en FA. Donc, vous avez tous accès à cette information-là quand même assez facilement. Et comme je mentionnais aussi dans mes capsules précédentes, habituellement, les patients qui quittent un établissement ont toujours en main, dans une enveloppe distincte pour leur médecin de famille, un résumé de dossier de leur hospitalisation. Alors, n'hésitez pas à demander à votre patient s'il a cette enveloppe-là et en fait, vous lui demandez s'il vous autorise d'en prendre une photocopie pour assurer un bon suivi là, de son dossier pharmacologique. Alors, je vous ramène à l'annexe 1. Je vous ramène à l'annexe 1 parce que, on le voit ici, un patient, par exemple, on a parlé pour la FA, donc un patient qui présente une FA avec un CHADS de 4 ou moins, bien, il est à risque faible à modéré. Si au fil des mois ou des années, il commence à développer d'autres facteurs de risque ou son âge change, bien là, en fait, il va devenir dans risque élevé. Et on se rappellera qu'en risque élevé, pour les patients qui sont anticoagulés ou coumadins, on aura besoin alors d'un pont avec une héparine de faible poids. Mais à l'inverse, nos patients qui viennent de faire un événement thromboembolique récent, puis là, le récent, c'est 3 mois ou moins, ces patients-là sont à risque thromboembolique élevé, c'est-à-dire les patients qui ont fait un AVC récemment, un ICT, les patients qui ont fait une thrombose veineuse profonde, une embolie pulmonaire ou un HIT récemment, donc depuis moins de 3 mois, eux, ils sont considérés à risque thromboembolique élevé. Alors, si vous avez un patient, par exemple, qui a une demande pour un examen en gastro-entérologie, qui vient de faire un événement thromboembolique, évidemment, il va avoir besoin d'un relais avec une héparine de faible poids. Par contre, si l'examen est 6 mois, 1 an plus tard, bien là, on pourra réévaluer la nécessité réelle de l'héparine de faible poids parce que le risque thromboembolique va avoir passé d'un risque élevé à un risque faible à modéré. Alors, toujours avec l'annexe 1, bien, il y a des patients qui peuvent avoir besoin d'une anticoagulation pour une durée de traitement fixe. C'est le cas notamment pour les bioprothèses. Donc, on traite 3 mois et ensuite de ça, on arrête. Les patients qui sont anticoagulés, c'est plutôt rare avec le coumadin, mais on va le voir de plus en plus fréquemment avec les AOD au fil des prochains mois. Donc, qui sont anticoagulés puis qui ont un cancer actif, bien, c'est sûr que si le patient est en fin de traitement qui va bien, bien, à ce moment-là, souvent, l'anticoagulant va être arrêté. Cardioversion récente, on anticoagule pendant 6 mois, ensuite de ça, on arrête. Puis le HIT, tantôt, je vous mentionnais, donc le HIT, habituellement, c'est un 3 mois de traitement et on peut arrêter l'anticoagulothérapie. Donc, si c'est une fin de traitement, évidemment, l'OIS n'a plus lieu d'être. Alors, les changements possibles, on les a tous visualisés avec les annexes que je vous viens de vous présenter. Alors, s'il y a un changement, on vous invite à compléter une nouvelle ordonnance individuelle standardisée avec le médecin qui vous a référé le patient. Je répète, idéalement pas un ordre verbal et lorsque connu, on faxe le tout à la centrale des rendez-vous.
Donc, au moment d'appliquer l'OIS, est-ce que c'est important de saisir toutes les informations concernant la warfarine ou l'AOD ou l'héparine de faible poids dans le logiciel de la pharmacie ou on peut juste aviser verbalement le patient, faire les corrections dans le dispil? La réponse est oui, c'est vraiment important parce que vous savez, le DSQ est de plus en plus consulté et si on se ramène aux capsules précédentes, on vous a mentionné que le médecin qui fait la procédure, il est responsable de la conduite post en évaluant le risque hémorragique réel. Mais pour prendre position sur la conduite post, il doit savoir qu'est-ce qui a été initialement déterminé. Et il y a un paquet d'informations qu'il peut consulter. Il peut questionner le patient, il peut avoir une copie de l'ordonnance en main ou il peut aussi consulter le DSQ. Alors, c'est vraiment important d'avoir toutes les informations dans le DSQ pour guider le médecin qui a fait la procédure pour bien compléter l'ordonnance post-procédure. Alors, le jour de la procédure, quoi faire si aucune confirmation de reprise de l'anticoagulant m'est faxée? Alors, d'abord, demandez au patient s'il y a une ordonnance en main, parce que, comme je l'ai mentionné dans les autres capsules, normalement, l'ordonnance, elle est faxée et ou remise au patient. Donc, si vous n'avez pas eu de fax, vous demandez au patient s'il y a une ordonnance en main. Alors, s'il n'y a pas d'ordonnance en main, vous appliquez l'ordonnance individuelle initialement prescrite et, évidemment, s'il y a une ordonnance en main, bien, vous faites les changements nécessaires s'il y a lieu. Mais si le risque réel de saignement a changé puis que vous n'êtes pas avisé, donc le patient, il y avait son OIS initialement prescrite, il a eu sa procédure, puis finalement, il a saigné, puis vous n'êtes pas avisé. Qui est responsable là-dedans? Est-ce que c'est vous? La réponse est non. Alors, si, en fait, vous avez questionné le patient à l'effet que est-ce qu'il y a en main une nouvelle ordonnance, si vous l'avez questionné, est-ce que la procédure s'est bien déroulée, puis que, en fait, vous n'avez pas d'informations, vous avez fait votre travail. Donc, puis je vous répète, il y a une lettre qui a été envoyée à tous les spécialistes en décembre dernier et c'est mentionné que c'est une obligation de leur part de compléter l'ordonnance post, particulièrement si le risque de saignement réel diffère, donc est plus élevé que le risque initialement prévu là, selon la charte d'évaluation du risque inhérent à la procédure. Donc, c'est vraiment le médecin qui a fait la procédure qui va être responsable. C'est ni vous, c'est ni le médecin qui a prescrit l'OIS initial. Donc, c'est vraiment celui qui a fait la procédure. Comment reprendre la warfarine après la procédure? Donc, comme vous l'avez vu dans les capsules, il y a les premières doses qui vont être prédéterminées. Puis, ensuite, vous continuez, dépendamment de la valeur de charge, soit que vous retournez vers les doses usuelles, vous pouvez continuer à redonner des petites doses de charge au besoin et vous faites des INR aux 2 à 3 jours et vous espacez là, graduellement aux semaines, aux 2 semaines pour une reprise vers un espacement des INR aux 2 à 4 semaines comme vous aviez avant. Ensuite de ça, est-ce qu'il peut arriver que l'INR devient vraiment instable après la procédure? La réponse est oui, ça arrive parfois. On en traite beaucoup à la clinique, dans les différentes cliniques d'anticoagulothérapie des établissements et par expérience, je peux vous dire qu'effectivement, ça peut arriver. Difficile à expliquer. Des fois, l'alimentation des patients peut avoir varié. Le patient se remet plus difficilement de sa procédure. Des fois, il y a des antibiotiques en lien avec la procédure. Donc, effectivement, l'INR peut devenir plus instable. Puis, on doit, à l'occasion, faire des INR sur une fréquence plus rapprochée. Qu'est-ce qu'on fait alors si l'INR devient instable? C'est votre jugement clinique. Vous avez une expérience incroyable d'ajustement du Coumadin depuis la dernière année et demie, 2 ans. Donc, vous avez fait votre jugement clinique. C'est vraiment le mettre de l'avant dans ces situations-là. Vous pouvez aussi consulter le protocole médical de l'INES. Donc, il va y avoir une version révisée qui va être déposée en juillet 2019. Vous allez voir le protocole médical là, pour l'ajustement du Coumadin et des antivitamines K est vraiment très, très complet. Là. La version de juillet 2019 va être vraiment très complète. Donc, ça pourra vous donner des pistes de solutions pour ajuster votre INR. Et vous avez toujours les cliniques d'anticoagulo du CIUS en support pour répondre à vos questions.
Par contre, les cliniques d'anticoagulothérapie ne sont pas là pour reprendre les suivis des patients instables. On en a, nous aussi, une quantité assez extraordinaire de patients instables et on ne vous les transfère pas justement parce qu'ils sont instables, mais on vise vraiment un travail de collaboration. Là, on va être là pour répondre à vos questions et vous donner un coup de main là-dedans. Et enfin, jusqu'à quand poursuivre l'héparine de faible poids? Donc, je vous le mentionnais, jusqu'à l'obtention d'un INR thérapeutique, en fait de 2 INR consécutifs thérapeutiques, ou encore là, selon jugement clinique. Donc, évidemment, si le INR a monté très rapidement, peut-être qu'on peut se permettre d'arrêter après un INR thérapeutique. Encore là, ça va dépendre de l'indication. On est-tu pour de la FA ou on traite une valve mécanique en position mitrale? Donc, le jugement clinique s'applique ici. Préférence du patient, il y a des patients qui n'arrivent plus à se piquer, là, ils sont bleus partout puis ils ne veulent plus se piquer. Des fois, ça peut entrer là, comme élément décisionnel. Et aussi la nécessité d'achat de seringues supplémentaires. Donc, il arrive qu'on a un premier INR peut-être à 2, 2.1 pour un INR visé à 2 et 3 et le patient n'a plus de seringue. Donc, il va faire acheter une boîte supplémentaire de seringues, surtout si sa dose antérieure est connue, qu'on a une belle montée. À ce moment-là, je serais très à l'aise d'arrêter le fragment et de ne pas lui faire acheter de seringues supplémentaires. Alors voilà, ça termine la fin de la capsule numéro 3. Encore une fois, on vous encourage à visionner l'ensemble des 3 capsules réalisées par votre comité régional en anticoagulothérapie. On vous encourage également à consulter tous les documents qui sont déposés sur une base régulière sur le site Internet du SUS de la capitale nationale, section comité régional anticoagulothérapie. Et ultimement, vous avez nos coordonnées à Mme Dominique Chrétien et moi. Alors, si vous avez des problématiques particulières à l'adaptation de la trajectoire, s'il y a des médecins qui ont des questions, n'hésitez pas à nous formuler vos interrogations, vos commentaires aussi constructifs pour bonifier la trajectoire. Alors, merci à tous.